TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Tout récemment, notre brillantissime Élise Blaise interrogeait le non moins brillantissime criminologue Xavier Roffer dans le cadre de la belle émission des samedis politiques de TV Liberté. Et concernant Darmanin, le Xavier n'y est pas allé par 4 chemins ni par 4 autoroutes. Il a expliqué très simplement que Darmanin était l'incarnation de la nullité dans toute sa splendeur, nullité s'appuyant inlassablement et systématiquement sur le bon gros mensonge. Élise posa alors une question pertinente. Darmanin ment-il consciemment? Ce à quoi Xavier répondit de façon amusante qu'il n'était pas le confesseur de Darmanin, Dieu l'en garde. Sans être le confesseur de ce politicien de troisième zone, rien ne nous interdit de nous pencher sur son passé. Et là, c'est du lourdingue, car ce passé n'est que mensonge et traîtrise. Reprenons les choses dans l'ordre, s'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît. Alors qu'à l'époque, le jeune Darmanin ne savait pas très bien où il habitait et semblait être en véritable déshérence, le très remarquable député Christian Van Est le prend charitablement sous son aile protectrice et lui met un pied à l'étrier dans la vie politique en l'introduisant dans le sérail politicien des députés et des sénateurs, mais aussi des membres du gouvernement. Sympa, non ? Dans un second temps, Christian Van Est l'installe dans sa circonscription du Nord et lui ouvre son carnet bien fourni d'adresses politiques locales. Ainsi, par la seule grâce du député, Darmanin poursuit un ancrage à la fois national et local. Sympa, non? Merci, monsieur le député Christian Van Est. C'est alors que Christian Van Est connaît des difficultés avec Sarkozy, qui décide purement et simplement de faire mourir politiquement le député. Darmanin se révèle alors tel qu'il est. Il participe gentiment à la curée anti-Van Est et lèche si furieusement les bottes au Sarko que celui-ci le récompense en lui donnant l'investiture UMP dans la circonscription historique de Christian Van Est. Et notre traître devient ainsi député à la place de Christian Van Est, avant de l'évincer de Tourcoing en devenant le maire. La trahison est totale et le petit Darmanin prétend s'afficher désormais avec le Sarko, devenu son meilleur ami, devenu son alter ego. Nous arrivons alors à la phase numéro 2 de la vie politique passionnante et fascinante de Darmarien. Le petit homme se prend pour un Sarko bis, mais Sarkozy ignore superbement le petit homme. Qu'à cela ne tienne, traître un jour, traître toujours. Darmanin trahit tout simplement l'UMP en ralliant Macron, devenu à son tour son meilleur ami. La trahison est payante. Macronor exterminator, à la recherche des meilleurs exterminateurs de la France, le nomme ministre de l'Intérieur. Bon choix. Il sait qu'avec le petit homme, tout va très vite voler en éclats. Cela dit, Macronor pose une condition à cette nomination, que le nouveau ministre s'engage à mentir tout le temps pour bien coller à son président et mieux détruire notre pays. Pas de problème, chef, mentir est mon métier, qu'il cause le Darmarien. Et donc, en petit collaborateur servile, Darmanin va mentir comme il respire du matin au soir et va dire absolument n'importe quoi sur absolument tous les sujets.
Il devient donc un contributeur à grande échelle de la destruction de notre France qu'il déteste. La trahison de bout en bout et le mensonge du matin au soir pour sûr, ma bonne dame, qu'avec un tel ministre, nous avons encore du souci à nous faire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ce qui est fascinant avec nos pseudo-dirigeants, c'est leur capacité à afficher une mine arrogante, une mine suffisante, une mine de contentement absolu quand tout s'écroule dans leurs activités. Rappelons-nous la mine satisfaite du ministre Olivier Véreux qui ne cessait de nous expliquer que tout marchait pour le mieux dans le meilleur des mondes hospitaliers alors que tout le monde savait que l'hôpital s'effondrait tout simplement. Je ne parle pas de Darmarien qui ne cesse de nous expliquer avec une suffisance stratosphérique que la sécurité en France est parfaitement assurée, alors que tout le monde sait que jamais l'insécurité n'a atteint de telles proportions dans notre pays. Mais dans le genre arrogance et suffisante, il faut avouer que Bruno Le Maire est le champion des champions, le roi, l'empereur, le dieu de l'arrogance et de la suffisance. Le gros avantage qu'offre l'économie, c'est que les chiffres qui la concernent sont assez peu contestables. Donc, lorsque notre sémillant ministre nous explique que l'on va voir ce que l'on va voir, que les choses s'améliorent, que la situation n'est pas si mauvaise, que son ministère travaille dur et que cela donne de bons résultats économiques, que si difficultés il y a, elles ne sont que passagères, que la solidité du couple franco-allemand est un gage de succès, que la France est dans une Europe puissante, capable de vaincre les difficultés. Quand notre sémillant ministre nous développe toutes ces idées absurdes, ridicules, totalement déconnectées de la réalité, totalement contredites par une analyse économique sérieuse, je me dis que si l'on me nommait ce soir ministre de l'économie et des finances, je ferais mieux que Bruno dès demain matin. Soyons concrets et évoquons en vrac quelques chiffres. La croissance de notre économie est de l'ordre de 0%, ce qui est peu. Notre commerce extérieur est déficitaire de l'ordre de 150 milliards d'euros par an, ce qui est plus qu'un désastre, ce qui ne s'est jamais vu ou à peu près jamais dans l'histoire de France. Le déficit du budget de l'État est de l'ordre de 160 milliards d'euros pour 2022 et sera du même montant l'année prochaine, ce qui est plus qu'un désastre, ce qui ne s'est à peu près jamais vu dans l'histoire de France. Notre dette publique est de 3 000 milliards d'euros, ce qui est plus qu'un désastre, ce qui ne s'est jamais vu ou à peu près jamais vu dans l'histoire de France. Nous nous acheminons tranquillement vers une inflation à 2 chiffres, ce qui va s'avérer désastreux pour le pouvoir d'achat des Français et qui va ponctionner de façon considérable leur patrimoine financier. Et 25% des Français viennent de déclarer qu'ils estiment qu'ils sont en détresse financière. Cerise sur le gâteau, la folie de nos gouvernants, car il faut vraiment parler de folie, nous conduit tout droit vers des pénuries de grande ampleur qui vont considérablement perturber notre vie quotidienne. Face à ce constat, la suffisance et l'arrogance de Bruno Le Maire deviennent juste insupportables, je veux dire quelque part que je cause. Je suis donc à fond pour une réforme des retraites dont l'article 1er sera le suivant. Tous les ministres actuels sont sommés de prendre leur retraite le 1er janvier prochain au plus tard, quel que soit leur âge. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme le dit souvent tante Gertrude, parlons peu, mais parlons bien. Je vais donc raconter ce soir la belle histoire de Mohamed en parlant peu, mais en parlant bien. Je m'appelle donc Mohamed.
Je suis actuellement en Tunisie et je prends la décision de faire un petit tour en France. Bah oui quoi, c'est chouette un petit voyage en France. Je me mets donc en rapport avec une association française immigrationniste. Ce n'est pas ça qui manque, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il ne faut pas longtemps pour me trouver à bord d'un de leurs bateaux, dénommé SOS Immigration pour tous. Me voilà transporté, nourri et logé aux frais de la princesse, en l'occurrence la princesse contribuable français, et je débarque à Marseille, et là d'ailleurs, je suis un peu comme chez moi. Je commence par me balader un peu pour visiter la ville, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et je décide dès le jour de mon arrivée de repartir en Tunisie en bénéficiant de l'aide au retour que la France vient de fixer à 2 500 €. Comme il n'y a pas de mal à se faire du bien, j'empoche la somme et je reviens en Tunisie en avion s'il vous plaît, mon billet d'avion étant payé par la princesse contribuable français. Arrivé à Tunis, je prends langue avec les organisations qui accueillent ceux qui rentrent au pays et l'on me propose une aide à ma réinstallation en Tunisie de 10 000 €. Comme il n'y a pas de mal à se faire du bien, j'empoche la somme de 10 000 € et j'ai donc désormais dans ma poche 12 500 € en quelques jours, soit 2 ou 3 ans de salaire tunisien normal et au moins 1 an de retraite pour un paysan français qui a travaillé dur toute sa vie. Comme il n'y a toujours pas de mal à se faire du bien, je décide de me reposer quelques jours à Tunis, en profitant un peu de mon petit pactole, et je prends la décision de renouveler cette opération début décembre, car, comme il n'y a pas de mal à se faire du bien, récupérer une nouvelle fois 12 500 € en quelques jours peut être une bonne affaire. Il va sans dire que mon premier voyage a été réalisé sous un nom d'emprunt, et que mon second voyage sera réalisé sous un autre nom d'emprunt. Ben oui, pas de chance, je me suis fait voler tous mes papiers, ce qui me donne de grandes possibilités de nom d'emprunt. Finalement, moi, Mohamed au nom d'emprunt, je trouve que la France est vraiment un pays merveilleux et que les Français sont vraiment des vaches à traire, ou plutôt des crétins comme on n'en fait plus. Et comme il n'y a toujours pas de mal à se faire du bien, moi, Mohamed, je compte bien en profiter autant que je pourrai. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous l'avons vu et entendu depuis des années, les ministres de la Déséducation nationale qui se sont succédés se sont passionnés pour le sexe, se sont investis dans le sexe, ont fait du sexe la chose la plus importante au monde. L'on se rappelle les saillies de Belkacem sur le sujet, suivies des saillies de Michou Blanquette-Deveau sur le sujet, épaulées par la plantureuse et luxuriante Marlène Schiappa-d'Amour, ministre de son État et écrivain à ses heures perdues de livres pornographiques. Donc, nous pouvons le dire sans risque de nous tromper, les fonds de culotte passionnent depuis longtemps nos ministres de la Déséducation nationale. La question que tout le monde se posait depuis des mois était simple. Qu'en est-il du nouveau ministre ? Nous savons qu'il ne remplit à peu près aucune bonne case pour être un bon ministre de l'Éducation nationale, mais peut-être allait-il se démarquer de l'obsession sexuelle de ses prédécesseurs. Ça aurait été déjà ça. Eh bien non. Erreur, perdu, que nenni la mamie. Le nouveau ministre de la Déséducation nationale s'est tout de suite mis à patauger dans les pas sexualisés de ses prédécesseurs. En effet, il vient de déclarer tout de go, dans une émission télévisée récente grand public, que, ouvrez les guillemets, l'éducation sexuelle est une priorité pour lui, fermez les guillemets. En effet, et c'est bien sûr chaussure, et il a indiqué que des fiches étaient à disposition des formateurs et que les formateurs pouvaient notamment venir du monde associatif pour former nos chères têtes blondes à la sexualité, à toutes les sexualités possibles et imaginables, surtout inimaginables. C'est vraiment chouette chaussette. Lorsque l'on regarde à la loupe ces fameuses formations et ces fameux formateurs, l'on ne peut dire qu'une seule chose. La soi-disant éducation sexuelle menée dans les établissements scolaires n'est qu'une formation à la licence sexuelle la plus glauque. À ces chères têtes blondes de 10, 12, 14 ans, l'on apprend
travaux pratiques à l'appui, qu'à son fond de culotte, rien n'est impossible. Certains dessins, textes ou photos ne peuvent que soulever le cœur de tout adulte responsable. Le ministre de la Déséducation nationale le sait parfaitement, et cette perversion sexuelle totalitaire de nos enfants n'a qu'un seul but, détruire toute idée de morale sexuelle au profit d'une licence absolue dès le plus jeune âge. Et ces formations telles qu'elles sont dispensées conduisent mécaniquement à la fréquentation assidue des matériaux pornographiques pour les plus jeunes, ce qui achève le travail de déconstruction des jeunes générations. Lors de la révolution russe sanglante de 1917, son organisateur principal, le sinistre Lénine, avait indiqué que la meilleure façon de détruire une société était de la livrer à la pornographie. Par la grâce de nos différents ministres de la Déséducation nationale, nous y sommes. Merci Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Lorsque l'on discute avec les rares hommes politiques qui sont vraiment des hommes politiques, avec des intellectuels qui sont de vrais intellectuels, avec des journalistes qui méritent leur nom de journalistes, avec des gens de son environnement, des commerçants, des artisans, des voisins et avec tant d'autres personnes encore, il y a une affirmation qui revient dans toutes les bouches: la France est méprisée par le monde entier et ça fait mal, mal, mal. Nous sommes devenus la risée de l'Afrique tout entière, dont une étude révèle que la moitié des jeunes Africains souhaitent s'installer en France, et on les comprend. Nous sommes méprisés par les Allemands qui ne pensent qu'à nous réduire. Nous sommes écrasés par les États-Unis. Nous sommes ignorés par la Russie pour laquelle nous sommes des nains. Les pays asiatiques se demandent si nous existons encore, etc., etc., etc. Si cette situation actuelle est le résultat de l'action catastrophique de nos politiciens au rabais depuis un demi-siècle, Macron, leur exterminateur, s'est donné pour objectif de terminer le travail le plus vite possible et s'est attelé à la tâche entre deux mamours avec sa maman Bricheton. Notre pays est donc outragé, humilié, brisé, écrabouillé comme jamais, et le monde entier en rigole. Pour me remonter le moral, je suis allé en famille visiter l'exposition qu'ont organisée les forces spéciales aux Invalides et je suis sorti de cette exposition avec un moral d'acier trempé. Lorsque l'on voit de quoi est capable ce corps d'élite, au prix d'un courage personnel et collectif d'exception, nous ne pouvons qu'être admiratifs de l'engagement de ces jeunes hommes qui offrent leur vie au service de la France. Cet engagement est d'autant plus exceptionnel que ces jeunes hommes se donnent tout entier à un pays devenu la risée du monde, ce qui signifie qu'ils conservent intacte l'espérance d'un redressement de notre chère France. Cette espérance, ils la partagent avec ce corps remarquable des légionnaires, avec les hommes de valeur du raid, avec de nombreux officiers et soldats de l'armée française, autant de personnalités d'exception qui sont l'honneur de la France. Tant que la France saura produire de tels talents, nous avons le devoir, nous aussi, de garder l'espérance. Il arrivera bien un jour où les fantoches qui ont la prétention de nous diriger de façon dictatoriale pour détruire le plus vite possible notre cher vieux pays, il arrivera bien un jour où ces fantoches passeront sous les poils du balai qui les conduira directement dans les poubelles de l'histoire. Et donc, même si cela n'est pas toujours facile, haut les cœurs et que le balai se mette en action le plus vite possible. Je vous souhaite une très bonne soirée.